Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Bonne thématique à l'émission pour cette semaine, les téléviseurs, les écrans géants, 75, 85, 95 pouces peut-être. Il sera question également aussi de projecteurs, les tendances, les nouveautés. Et tout cela commence dans quelques instants avec José et Guillaume. Maison Adam. Nous aurons certainement beaucoup de plaisir encore une fois cette semaine à entendre les commentaires de nos experts. José, salut. Salut Michel. Salut Guillaume. Bonjour Michel. Nous avons un sujet qui est très intéressant. Pour vous à la maison, moi aussi ça va m'intéresser. Les grands et même les très grands écrans, les tendances, les nouveautés, ça va être intéressant, José. Absolument, Michel. Et puis, quand on parle de grand écran, juste pour vous situer, on parle justement des images à partir de 75 pouces et plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens l'importance qu'il y a finalement à déterminer la bonne distance d'écoute pour un format d'image. Alors, je vais laisser notre ami Guillaume répondre à ça. Oui, bien, il faut d'abord savoir que, tu sais, c'est sûr que si on choisit un téléviseur qui est trop grand pour son espace, bien, on ne profitera pas d'une belle qualité d'image, puis au final, on n'aura pas une belle expérience d'écoute. Dis-toi, Michel, que pour une écoute de type cinéma, ce qui est recommandé par l'industrie, c'est que le champ de vision soit couvert à peu près par un angle de 40 degrés. 40 degrés, pour donner une idée, c'est à peu près le champ de vision couvert quand on est dans les dernières rangées d'une salle de cinéma. Donc, le calcul à faire quand on regarde principalement du contenu qui est en 4K, donc qui vient de Netflix, Amazon, des jeux vidéo, c'est de mesurer la diagonale de son téléviseur par 1,2. Donc, si par exemple, on a un écran de 85 pouces, le recul minimum, c'est 8,5 pieds. Si on a un écran de 100 pouces, le recul minimum va être de 10 pieds. Par contre, si on regarde encore du contenu qui n'est pas nécessairement toujours en 4K, surtout la télé traditionnelle, c'est pas toujours des images 4K qu'on va avoir, ça va être des images en haute définition. À ce moment-là, il faut être un petit peu plus laxiste dans sa mesure, donc on recommande de multiplier la diagonale de l'écran par 1,4. Donc, ça va pour avoir une belle qualité d'image, même si on n'est pas en 4K. Excellent. Un petit calcul, donc, qui est facile à faire pour savoir si on a la bonne distance pour choisir l'écran qui est convenable. Évidemment, on peut le faire avec les clients aussi quand vous êtes ici en magasin. Ça, c'est facile. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, José, souvent là-dedans, c'est les nouvelles technologies. D'année en année, on arrive toujours avec des affaires spectaculaires. Hein? Bien, écoute, Michel, oui, effectivement, on a encore une nouveauté intéressante, surtout dans les projecteurs. Le fameux QB1000, qui est un projecteur vraiment performant, qui pousse les limites encore plus loin. Alors, puis ce que j'aime de cette compagnie-là, d'Epson, c'est que c'est vraiment toujours une compagnie qui arrive avec des rapports qualité-prix. Donc, ça veut dire que quand je le compare avec des compagnies haut de gamme comme Sony et JVC, bien, écoute, je vais avoir un prix pas mal plus inférieur, puis n'est-ce pas, Guillaume? Ben oui, puis une des raisons, Michel, je pense, qui explique ça, c'est que Sony et JVC, qui font de très bons projecteurs, eux, leur système de projection pour offrir une image 4K est basé sur un système de projection qui est en 4K natif. Donc, pixel pour pixel pour offrir une image 4K. Epson, ils ont une stratégie différente, c'est-à-dire que pour produire une image 4K, ils vont utiliser un système qui va fonctionner par superposition de pixels. Donc, probablement que c'est une méthode qui est plus abordable, mais ça leur permet d'être très concurrentiel en termes de prix. Si on compare un projecteur 4K natif au système 4K par superposition de pixels d'Epson, puis à peu près, on se donne un 10 pieds de recul. Franchement, pour voir une différence dans la définition de l'image, là, il faut vraiment être attentif. Puis, je rajouterais aussi le côté technique, justement, de ce projecteur-là. Le QB1000, on se trouve à avoir 15 lentilles pour améliorer la précision. Donc, on va ressortir plus de détails. Et on a aussi un nouveau processeur vraiment ultra et très rapide, très efficace, qui s'appelle le QZX32. Lui, il se trouve à gérer, si tu veux, les couleurs, le contraste et naturellement les teintes, toutes les nuances de teintes qu'on peut retrouver là. Alors, dans une image, il est vraiment ultra rapide. Puis c'est ça qui le démarque, si tu veux, des autres projecteurs. On va se trouver aussi à avoir augmenté et même poussé la luminosité d'une manière très importante.
On parle de 3300 lumens. Écoute, pour comparer avec Sony ou avec JVC, on va doubler le prix bien souvent d'un projecteur. Oh oui, pour réussir à atteindre des niveaux de performance comme on a avec le QB1000. Quand même, c'est un calcul qui est intéressant, hein? Puis c'est vraiment intéressant là-dessus. Ça explique probablement pourquoi ils sont aussi populaires et recherchés, les Epson, c'est ça? Bien, oui, absolument. Là, c'est la raison pourquoi ils sont populaires dans les projecteurs cinéma depuis aussi longtemps chez Maison Adam. Aussi, quand on a évalué le QB1000, on en a profité pour le comparer à un autre projecteur qui est populaire chez nous, qui est le modèle 5000 de Sony, qui, lui, va offrir 2000 lumens, donc une luminosité qui est moins élevée que le nouveau modèle de Epson. Donc, si on regarde d'abord les couleurs pour le QB1000, à ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. Le QB1000, les couleurs sont magnifiques, il y a beaucoup de nuances, les dégradés sont là, il y a de la profondeur aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment du très, très bon. Par contre, si on compare au projecteur Sony, de manière générale, on a des couleurs un peu moins chaudes que chez Sony, avec peut-être légèrement moins de dégradés, mais là, on est vraiment sur un cheveu. Là. Dans les deux cas, c'est très efficace. Si on regarde maintenant les contrastes. Quand on parle de contraste avec un projecteur, Michel, bien, c'est la capacité du projecteur à offrir le noir le plus profond possible pour faire ressortir les couleurs, mais aussi, il faut que le projecteur, en même temps, soit capable de conserver du détail puis un bon niveau de luminosité, peu importe la complexité de la scène. Donc ici, le modèle de Sony offre des noirs un peu plus profonds que le Epson, mais par contre, le Epson se montre beaucoup plus à l'aise pour aller chercher du détail sur des scènes complexes. Donc si on a une scène de nuit, bien, vraiment avec le Epson, on va aller chercher davantage d'informations, de couleurs, de nuances qu'avec le modèle de Sony. Et enfin, bien, c'est la luminosité. Le 3300 lumens, c'est pas nécessairement pour éblouir l'image. C'est sûr que c'est pratique quand on est dans un environnement qui a une certaine luminosité, d'avoir plus de luminosité. Mais quand on est en contexte, si on regarde un film, une série, bien, ça permet de reproduire les images HDR. Donc, tout ce qui a rapport aux effets d'ombre et de lumière, de manière encore plus réaliste. Quand on a une meilleure gestion de ces effets-là, bien, ça donne plus de volume, une espèce d'effet 3D dans l'image. Donc, une aussi belle reproduction des images HDR, on n'a jamais vu ça, surtout dans cette gamme de prix-là. Excellent. Ce qu'on appelle un bon rapport qualité-prix. Oui. Dans notre environnement, on a également une toile, magnifique toile d'ailleurs, parce que dit projecteur, quand on parle de projecteur, on dit toile également, avec un fini très fin, là, qui me semble une belle toile. Parle-nous-en, José, parce que c'est essentiel, ça aussi, pour avoir une bonne expérience. Tu as entièrement raison, Michel. Effectivement, souvent, les gens sont tentés d'aller vers une toile abordable. Là, sauf qu'il faut faire attention parce que quand on est rendu avec un projecteur avec une forte luminosité comme ça, puis qui est performant au niveau de la résolution, du détail, bien, on va voir justement, quand on voit des images qui vont être claires, mettons, comme la glace au hockey, ou encore des couleurs qui peuvent être vives comme le jaune, puis bien, on va avoir tendance à voir justement un genre de filtre de tous les défauts qu'on peut voir de la toile. Alors que quand on est vers une toile haut de gamme, là, on est vraiment avec une toile qui va être lisse. Bien souvent, elle est fabriquée en vinyle. Puis on voit aucune texture là, du tout. Fait que ça permet d'avoir une meilleure résolution puis une meilleure définition, là, justement, dans notre image. Donc, nous avons la toile, nous avons le projecteur. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont je dois tenir compte pour avoir une expérience optimale? Bien, normalement, ça prendrait une source. Une source, oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. Puis, naturellement, dans les sources, il y a différentes qualités. On sait qu'au départ, les services de télévision qui sont disponibles, il y en a encore beaucoup qui diffusent en HD. Sauf que quand on est rendu avec un projecteur, qu'on est rendu avec une grande image, c'est très important d'aller chercher la meilleure source possible. Puis à ce moment-là, on est mieux d'aller vers des produits comme, un exemple, les sources de streaming, comme Apple TV, on a aussi Fire TV puis le Chromecast. Donc, c'est quand même très abordable comme source, mais ça va nous projeter du 4K. Puis vraiment, les gens vont voir une bonne différence avec le HD. Okay. Mais il y a aussi deux autres sources encore plus performantes. Oh! Ouais. Oui, bien, la première, tout le monde la connaît, là, c'est le Blu-ray, mais le Blu-ray 4K. Oui. Il reste que les Blu-ray 4K, ça existe encore parce que posséder son film va offrir, par exemple, si j'achète le film Dune 2 en Blu-ray 4K, je vais avoir une meilleure qualité d'image et de son que si je loue le film, par exemple, sur Amazon Prime. Le résultat va être meilleur. Donc ça, c'est la première. L'autre est un peu moins connue, c'est la plateforme de films et de musique qui s'appelle Kaleidescape. Donc cette plateforme-là, ce qu'elle permet, c'est qu'elle nous permet d'acheter ou de louer des films
mais avec une qualité d'image, mais aussi de son de qualité studio. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compression. Oh. Pour donner une idée du contenu, c'est qu'on va télécharger nos films dans un appareil Kaleidescape. Puis le contenu qu'on va recevoir en qualité sonore et visuelle a un débit 10 fois plus élevé que ce qu'on pourrait avoir, par exemple, sur Amazon ou un service comme Apple TV. Aussi, Michel, pour le Kaleidescape, il faut parler de prix. T'sais, les gens vont peut-être rester surpris, mais c'est un appareil qui se vendait l'année passée autour de 12 000 Oh! Oh oui, c'est quand même quelque chose de dispendieux. Mais le nouveau modèle de cette année qui est sorti en août, le Strato 5, est arrivé quand même à la moitié du prix. Et oui, puis c'est une bonne baisse de prix. Mais je peux dire aussi que pour les gens à qui ça s'adresse, c'est vraiment ceux qui ont fait un bon investissement, qui ont décidé de s'équiper d'une salle de cinéma où est-ce qu'ils sont vraiment impressionnés, que c'est très immersif. Bien là, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher l'ultime de tout ce qui peut se faire comme service là, qui permet d'avoir la meilleure qualité d'image et la meilleure qualité de son. Tout à fait. Donc, on comprend quand on investit dans une salle dédiée là, à la maison, puis on veut avoir tout ce qu'il y a de bien, on peut aller de ce côté-là, c'est certain. Bon, bien, ça va bien jusqu'à maintenant. Messieurs, hein? On a appris pas mal de choses intéressantes pour cette première portion de l'émission. On a bien d'autres choses à raconter dans les prochaines séquences qui s'en viennent. On va vous retenir pendant un moment avant la pause et on va tout de suite le poursuivre après. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous poursuivons cette émission avec José et Guillaume chez Maison Adam. On est dans les grands écrans pour cette émission et là, nous serons du côté des téléviseurs chez LG et chez Sony, José. Bien, avant, par exemple, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur un petit projecteur bien intéressant. C'est un projecteur LG 4K. Il est laser aussi, comme ceux qu'on vient de parler, mais avec des aspects différents par rapport à Sony et à Epson. Donc, je vais laisser Guillaume nous le présenter. Oui, ce qui est intéressant avec le projecteur LG HU810, c'est qu'il y a un aspect plus lifestyle que les projecteurs Sony et Epson. Je m'explique, c'est d'abord son format. C'est un projecteur qui est beaucoup plus compact que les projecteurs qu'on a parlé avant la pause. Donc, par exemple, si on veut installer un projecteur dans son salon, puis on veut qu'il soit quand même discret, juste pour cette raison-là, souvent, il est choisi. C'est aussi un projecteur qui a des sorties audio pour brancher des barres de son. Donc, on n'est pas obligé d'installer un ensemble cinéma-maison complet avec ce produit-là. Et il va aussi intégrer les mêmes fonctionnalités intelligentes que sur un téléviseur avec les différentes applications comme Netflix, Amazon, etc. Donc ça, à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et pour la qualité d'image, il s'en sort aussi très bien. Par exemple, il ne va pas offrir le même taux de contraste que le projecteur LS1100 d'Epson, qui est le projecteur laser 4K le plus abordable du fabricant. Mais pour ce qui est de la luminosité, de la définition de l'image, mais aussi de la qualité des couleurs, il s'en sort super bien. Bon, ça valait la peine d'en parler quand même. Hein? Oui. LG qui n'est pas un joueur de premier plan dans les projecteurs autant que Sony et Epson, mais il tire son épingle du jeu avec ce projecteur 4K. Qu'en est-il des téléviseurs chez LG maintenant? Tiens. Bien, on va parler de OLED avec LG, Michel. Assurément. On sait comment est-ce que cette compagnie-là, naturellement, offre des bons produits dans les téléviseurs OLED. Entre autres, leur série C4. Vraiment, c'est la série préférée des amateurs de jeux vidéo. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est notre recommandation cette année. Maintenant, côté référence, parce qu'on sait que dans les formats, justement, de leurs téléviseurs populaires, on a du 77 et du 83 pouces. Mais quand je parle référence, là, je parle de la G4, qui est vraiment le summum chez LG dans les téléviseurs OLED. Ici, on a un avantage par rapport à la compétition, c'est qu'on offre seulement, on est les seuls à offrir le 83 pouces dans du haut de gamme, comme ce téléviseur-là offre. Alors ça, c'est un bon avantage actuellement. Les gens qui veulent goûter à l'expérience ultime, 83 pouces en OLED, c'est juste LG qui offre ce produit-là. Oui, exact. Absolument. Ça veut dire que la 83 pouces G4 puis 77 aussi, là, elle va se différencier du modèle C4
principalement pour deux choses. D'abord, elle va utiliser une dalle OLED qui est appelée MLA, donc qui est plus performante que celle qui est utilisée sur le modèle C4. Elle utilise aussi un processeur vidéo qui est capable de calculer davantage de tâches simultanément. Ces deux aspects-là, c'est ce qui permet au téléviseur d'aller produire une image qui est encore plus cristalline, qui a encore plus de profondeur. Donc ça, c'est un premier aspect qui est intéressant. Mais aussi, ce qui est intéressant avec ces téléviseurs-là, surtout dans les grands formats, c'est qu'il inclut un support articulé, mais qui va s'encastrer au dos du téléviseur. Donc lorsqu'on installe ces téléviseurs-là au mur, on a un téléviseur qui est complètement à plat. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent d'abord un grand téléviseur, qui priorisent la meilleure qualité d'image possible, mais qui veulent aussi un design qui est soigné, qui est esthétique. Bien, si ces trois choses-là réunies ensemble, il y a seulement LG qui l'offre cette année avec leur modèle G4 dans le 83 pouces. Et puis, c'est que c'est très, très beau comme image. Maintenant, on va regarder du côté de Sony. Est-ce qu'il y a du nouveau, José? Oui, absolument. Du côté de Sony, cette année, on arrive avec pas juste du OLED, on arrive aussi avec du mini-DEL où la compagnie a vraiment poussé au maximum les résultats d'image qu'on a avec cette technologie-là. Okay. Puis, si on regarde du côté OLED, on va avoir la Bravia 8, maintenant, qui se trouve à être naturellement dans les formats de 77 et 83 pouces. Ici, justement, la Bravia 8, c'est une belle qualité d'image. On le sait, c'est un téléviseur qui est recommandé, justement, pour le cinéma. Et maintenant, si on parle de mini-DEL, là, c'est autre chose. On a des téléviseurs qui sont très lumineux. Des téléviseurs, surtout la Bravia 9, entre autres. On a la Bravia 7 qui est plus abordable, mais la Bravia 9 va nous apporter une image encore plus contrastée. Je vous dirais que même c'est le téléviseur le plus contrasté qu'on a trouvé dans le mini-DEL. Okay. Mais on a aussi une qualité de luminosité impressionnante. Ça se démarque là, par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. Oui, mais là, je vois les gens à la maison en train de t'entendre et de dire, bon, ben mini-DEL, OLED, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'en penses-tu quoi, toi, Guillaume? Ouais, ben, ça dépend vraiment de l'endroit où on va installer son téléviseur puis des goûts personnels de chacun. Ouais. C'est-à-dire que si on veut vraiment un grand téléviseur pour une écoute qui est principalement dédiée au cinéma, aux séries télé, je pense que la Bravia 8 reste un meilleur choix parce que dans ces environnements-là, ce qu'il faut prioriser d'abord et avant tout, c'est le contraste. Parce que ce n'est pas des environnements qui nécessitent une luminosité extrêmement élevée. Donc, la Bravia 8 demeure un meilleur choix. Mais si on est dans une pièce à vivre, le téléviseur va servir autant à regarder la télé de tous les jours, le sport, le cinéma, bien là, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que la Bravia 8, le contraste, les noirs vont être effectivement meilleurs encore que ce que le modèle Bravia 9 va donner. Mais la Bravia 9, par contre, pour ce qui est de la clarté d'image, l'éclat des couleurs, bien, la Bravia 8 ne pourra jamais le suivre sur ce terrain-là. Donc, ce que ça donne comme résultat, c'est que c'est deux très bonnes images, mais différentes. Donc, sur certains aspects, la Bravia 9 est plus intéressante, sur d'autres, la Bravia 8. Donc, le meilleur choix, au final, à choisir ces deux écrans-là, si on est capable, c'est de passer en magasin pour voir les comparer côte à côte. En tout cas, moi, je veux dire, Guillaume, je regarde les deux, là, et puis de la façon dont tu les décris, en tout cas, dans mon espace où je veux avoir mon téléviseur avec très éclairé également, donc je veux regarder la télé de tous les jours et des sports et du cinéma, j'opterais pour la Bravia 9. Ah oui, ce serait mon choix, la 9. Mais t'as le temps de me faire changer d'idée parce qu'on s'en va parler de Samsung après la pause. Absolument. OK, vous allez rester là pour avoir d'autres détails sur les grands écrans téléviseurs chez Maison Adam. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour et nous allons compléter cette bonne émission sur les écrans, les grands écrans télé. Et nous allons nous arrêter du côté de Samsung pour compléter l'émission, c'est bien ça? Absolument, bon, absolument. Et vois-tu, justement, chez Samsung, les choix que l'on offre sont très intéressants dans les grands écrans parce que cette compagnie-là a développé, si tu veux, différentes catégories de produits. Ils ont la technologie du cristal LED. Après ça, la technologie qu'on connaît bien, le QLED. On a aussi développé ce qu'on appelle le Neo QLED. Et naturellement, dans cette catégorie-là, on se trouve à avoir du 8K. Et finalement, on a du OLED. Donc, c'est pas mal, hein? Oui, c'est effectivement assez vaste comme choix et naturellement comme possibilité de qualité de produit et de prix. Voilà.
Le premier téléviseur qu'on recommande chez Samsung dans les grands formats, c'est leur modèle Q80D. C'est un téléviseur qui est disponible dans le 75 et 85 pouces. Pour donner une idée de prix, Michel, dans le 75 pouces en promotion, il se détaille aux alentours de 2000 $. Donc, quand même très abordable pour un téléviseur grand format. Et on le recommande parce qu'il y a une bonne vitesse de rafraîchissement d'image pour les amateurs de sport. Il y a toutes les technologies importantes pour les amateurs de jeux qui veulent profiter au maximum du potentiel que leur console de nouvelle génération peut offrir. Et surtout, pour les amateurs de cinéma, c'est un bon téléviseur parce qu'il y a un système de rétroéclairage par zone. Donc, ça lui permet, dans les grands formats, d'afficher une bonne qualité de contraste. La seule chose qu'il faut faire attention avec la Q80D dans les grands formats, c'est son angle de visionnement. Il est assez étroit, donc c'est un téléviseur qu'on va vraiment profiter de sa qualité d'image quand on est assis devant, alors que de côté, là, l'image va avoir tendance à pâlir. D'accord. Alors, dans la prochaine catégorie, justement, les grands écrans, on retrouve la technologie du Neo QLED. Et ici, ce qui est intéressant, les deux modèles qu'on retrouve, ça va être le QN85D, qui est un modèle, si je prends un exemple, dans le 75 pouces, on va être autour de 2500 $. Et on a le QN90D, qui se trouve être un modèle encore plus perfectionné, si tu veux. Et là, ici, on va être autour de 3000 $ pour un 75 pouces. Je vais laisser Guillaume, justement, nous en dire un peu plus sur cette technologie. Oui, pour rafraîchir un peu la mémoire, ce qui va différencier les téléviseurs Neo QLED chez Samsung de leurs téléviseurs QLED, c'est les lumières LED qui sont utilisées pour éclairer l'image. Dans le Neo QLED, c'est un nouveau type de lumière qui est 40 fois plus petite que celles qui sont utilisées sur leur modèle Q80D, je viens de parler, par exemple. Et avoir une lumière aussi petite, bien, ça permet d'avoir un faisceau de lumière qui est plus focusé. Donc, ça permet d'avoir une image qui est plus nette, des couleurs qui vont aller chercher davantage de naturel, davantage de nuances. Et aussi, ça permet d'avoir un meilleur taux de contraste. Quand même, la technologie OLED dans les écrans géants, ça demeure la technologie qui est la plus dispendieuse? Oui, effectivement, mais il y a un cas que ça ne l'est pas. Ça l'est pas. Je t'explique. C'est que si on prend, mettons, les 83 pouces, bien, c'est sûr que dans le 83 pouces, on va avoir définitivement... On est au-dessus de 5000 $ dans tout ce qui se fait de OLED sur le marché, là. Mais dans le 77 pouces, Samsung ont sorti cette année un modèle, le S85D, et ils ont réussi à avoir un prix aux alentours de 3000 $ pour un OLED 77 pouces, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est même en bas de certains téléviseurs mini-LED là, dans le marché. Oh, impressionnant quand même à ce prix OLED. Qu'est-ce qui explique cette baisse de prix-là, Guillaume? Bien, Michel, il faut savoir que le OLED, ça existe déjà depuis plusieurs années. Les premiers modèles sont arrivés aux alentours de 2016-2017. Et évidemment, depuis, la technologie, elle a évolué beaucoup. Donc, aujourd'hui, on retrouve trois principaux types de panneaux OLED. On a d'abord les panneaux QD OLED. Ça, c'est les téléviseurs S90D, S95D de Samsung et A95L de Sony qui vont utiliser ce type de panneau-là. Ce qu'il y a de particulier, c'est que ces panneaux-là utilisent comme source de couleur primaire une lumière bleue dans laquelle la lumière va traverser dans chaque pixel des points quantiques qui vont permettre de faire du rouge et du vert. Donc, cette procédure-là, ça permet d'augmenter la luminosité sans dénaturer les couleurs, puis aussi sans affecter la durée de vie du panneau. LG, de leur côté, ils vont utiliser la technologie MLA que j'ai parlé là, juste avant la pause avec leur téléviseur G4. Ici, l'inverse, c'est que c'est un système de micro-lentilles qui est superposé au panneau OLED et qui va avoir des bénéfices similaires à ce qu'on a avec le QD OLED. Enfin, l'autre technologie, c'est le White OLED, donc le WOLED. Et ça, c'est la première technologie OLED à avoir été utilisée sur les téléviseurs résidentiels. Elle utilise comme source, cette technologie utilise comme source de couleur primaire une lumière blanche dans laquelle elle va traverser un filtre dans chaque pixel, rouge, vert et bleu. Donc, ce filtre-là affecte la luminosité du téléviseur à la baisse par rapport aux deux autres technologies OLED. Donc, Samsung, avec leur modèle S85D, pour arriver avec un prix plus bas, bien, ont utilisé sur ce modèle-là une dalle WOLED. OK. Tiens, tant qu'à y être dans le 8K, est-ce qu'il y a une baisse de prix aussi? Bien, c'est ça. On veut juste avoir des prix chez toi, mon ami Michel. Hein? C'est toujours ça qui arrive. Non, mais pourquoi pas? Écoute, là, tu parles d'une autre technologie. Mais une technologie révolutionnaire puis qui est en plein essor. C'est-à-dire qu'on améliore à chaque année. Et ici, justement, le 8K, on l'a déjà mentionné dans une émission précédente, on a eu une grande évolution au niveau des processeurs, au niveau de la vitesse, de l'efficacité qu'ils ont. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne cherche pas ici à essayer d'avoir des prix
plus bas. On essaie ici de perfectionner pour vraiment prendre le signal 4K qu'on retrouve sur un téléviseur conventionnel et de le rehausser pour qu'il soit encore meilleur parce qu'on a plus de pixels. On vient de passer de 8 millions à 33 millions de pixels. Donc, notre résolution, notre détail, tout est meilleur là, à ce niveau-là. La technologie est en évolution. Ah oui, absolument. Puis d'ailleurs, c'est ça, Samsung, cette année, si on regarde leur modèle 8K QN900D, qui est vraiment leur modèle référence, bien, la vitesse de calcul dans ce téléviseur-là est 8 fois plus rapide que sur leur même modèle l'année dernière. Donc, l'idée derrière ça, c'est que le téléviseur soit capable de travailler beaucoup plus rapidement sur plusieurs tâches à la fois pour optimiser les contrastes, la luminosité, puis aller chercher une vraie belle définition d'image qui permet de rendre justice à ce genre d'écran-là. Fait que si on regarde, par exemple, le modèle QN900D, en termes de clarté, de vivacité des couleurs, c'est de beaucoup supérieur à n'importe quel téléviseur OLED que sur le marché. Puis en termes de contraste, c'est vrai que ça ne va pas produire des noirs aussi denses que le OLED, mais c'est un taux de contraste qui demeure beaucoup plus élevé que tous les autres téléviseurs néo-QLED de Samsung. C'est très bien. Et en ouverture de ce segment chez Samsung, on a parlé de téléviseurs 98 pouces et de réduction de prix possible. Est-ce que j'ai bien entendu ça? Ah, bien là, tu vas être content avec ta réduction de prix. Là. Parce que ce qu'on remarque cette année, c'est qu'on a ajouté une technologie qui s'appelle le Crystal LED chez Samsung, qui permet de produire un téléviseur 98 pouces qui va être en bas de 5 000 $. Alors, c'est quand même, oui, une grosse amélioration, parce que l'année passée, on était toujours autour de 7 à 8 000 $. Donc, on a toujours les modèles aussi dans le QLED et un modèle Neo-QLED, naturellement, qui vont osciller entre 5 000 et aller jusqu'à 15 000 $. Alors là, c'est parce qu'on veut perfectionner, on veut avoir ce qu'il y a de mieux comme écran de 98 pouces. Ça dépend ce qu'on recherche, là, Michel. Absolument. Toi, c'est le prix, hein? Oui. Bon, c'est sûr que 98 pouces, ça peut paraître excitant, mais il faut quand même faire attention à certaines choses. D'abord, si on veut un 98 pouces, c'est important de valider quel type de contenu on regarde. C'est-à-dire que si on regarde du contenu majoritairement 4K, on va pouvoir être assis à une certaine distance de son téléviseur pour avoir une belle qualité d'image. Mais si on regarde un contenu qui est majoritairement HD, bien là, c'est vraiment important de se rappeler du début de l'émission puis de s'assurer qu'on a le recul nécessaire pour un écran de 98 pouces. Ensuite, il y a les technologies utilisées. C'est-à-dire que sur un format 98 pouces, si on veut une certaine qualité de contraste, c'est important que le téléviseur ait un système de rétroéclairage par zone pour avoir des couleurs qui ont de la profondeur puis une bonne profondeur de noir. Et ça, le modèle QN98, Q80C va être équipé de cette technologie-là, mais le modèle Crystal LED DU9000 ne l'est pas. OK. Alors, mais quand même, on est dans les grands écrans, là. Rendu à 98, c'est quelque chose. Il y a certaines informations qu'on doit savoir et connaître là-dessus. À des prix beaucoup plus abordables aussi. Absolument. Et pour en savoir davantage, évidemment, les gens peuvent venir ici en magasin, aller s'informer, évidemment, sur le site aussi web maisonadam.ca. Oui. Vous poinçonnez le bouton bleu, les choix de José, et puis vous allez voir tous les tests qui ont été effectués. Également, tous les produits y sont avec des cotes de nos experts. Messieurs, on a fait le tour de la question? Oui. Vous avez été très tentant, je peux vous dire ça. Bien, merci, Aujourd'hui, on va faire notre choix très certainement de façon plus éclairée grâce à ces bons conseils. Merci de nous en avoir parlé. Nous vous remercions de nous avoir regardés, mesdames, messieurs, pour vous donner rendez-vous à une prochaine émission, évidemment, avec José Guillaume, nos experts chez Maison Adam. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.